Madame, Monsieur, bonsoir. Et tout dit 2018, ce sera sans l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Le parti de Maïgari Bello Bouba a appelé ses militants et sympathisants à accorder leur suffrage à Paul Biya, candidat RDPC à la prochaine présidentielle. Au même moment, un des fidèles lieutenants de Paul Biya, en la personne de Paul Atangandji, a dans une circulaire au gouverneur des régions choisi ses interlocuteurs au sein de 3 formations politiques. Robert Bapolipote pour l'Union des populations du Cameroun, Anissé Kane pour le Manidem et Tita Samuel Fon pour le CPP, Cameroun People's Party. La décision continue donc de faire les choux gras de la presse. Nous prolongeons, Madame, Monsieur, le débat ce soir en compagnie de Albert Aïssi, journaliste. Bonsoir. Albert Anatole Aïssi. Albert Anatole Aïssi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez me soustraire d'un prénom. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin Outou. Bonsoir, mes co-panélistes. Voilà. Lui, très connu du paysage médiatique au Cameroun. Franck Essi. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Otto. Vous êtes secrétaire général du Cameroun People's Party. Plus que jamais, je le suis, je le reste, jusqu'à la tenue d'un prochain congrès où, si les militants le veulent, ils pourront me remplacer. Vous avez dit plus que jamais. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Et de l'autre côté, Mbombok Dieudonné Yebka, président du Manidem. C'est bien cela? C'est bien cela. Je suis Mbombok Yebka. Quand on met Mbombok, on laisse le prénom. Oui. Voilà. Et sinon, je suis Dieudonné Yebka, et président du Manidem, et jusqu'au prochain congrès. Voilà, Madame, Monsieur, bienvenue, c'est Equinox Soir. On se retrouve après ça, justement, le fait du jour avec la décision de Paul Atangandji. Voilà, la décision est tombée hier. UPC, Manidem, CPP, divisé pour mieux régner. Paul Atangandji a donc tranché hier. Il faut le dire comme ça. Je vais commencer par vous, Mbombok Yebka. Vous n'êtes plus l'interlocuteur des pouvoirs publics. Déjà, comment vous avez accueilli? Où étiez-vous à 17h? Comment vous avez accueilli cette décision de Paul Atangandji? Eh bien, à 17h donc, hier, par hasard, vraiment je le dis par hasard, je suis rentré un peu plus tôt. Et en rentrant, je suis passé par un supermarché, j'ai acheté des rasoirs, j'ai déposé ça sur la table, là au salon, je me reposais un tout petit peu. Après, comme mon poste radio est dans ma chambre, le journal de 17h passait déjà. Après, mon cœur me dit, mais va garder ces rasoirs dans la chambre. Dès que je vais dans la chambre, j'entre dans la douche, je dépose ça, et j'entends le ministre de l'administration territoriale. Il dit, je vais un peu suivre cela. Tout de suite, je suis le communiqué, il dit, ah d'accord. Et je m'y attendais. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de ce, comment on peut appeler ça? C'est même pas un décret, c'est une lettre au gouverneur. Une lettre au gouverneur. Et en réalité, nous, le Manidem, on n'a jamais reçu une autorisation à manifester depuis un certain temps. C'est une instruction que Atangandji sûrement a donnée au gouverneur, mais comme c'était verbal, il fallait matérialiser cette affaire par des écrits. C'est pour ça que bon, j'ai compris qu'il ne fait que matérialiser ce qu'il avait déjà dit verbalement à ses collaborateurs. Mais qu'à cela ne tienne, quand vous regardez ce document, parce que 30 minutes après, j'ai reçu ce document dans mon compte WhatsApp, et quand je regarde, nous sommes quand même habitués à la correspondance administrative. Et il faut voir qui a initié le document, c'est passé par quel service. Mais quand j'analyse ce document en tête, je constate que ce document a été initié au cabinet direct du ministre, donc ce n'est pas passé par la direction des partis politiques. Ça veut dire que c'est une note politique, mais ce n'est pas une note organisationnelle. Et voilà comment je commente cet article-là. Et je dis une fois de plus, comme c'est une note politique, et nous sommes un parti politique qui est créé sur la base des lois de 92,
qui voudrait que c'est les textes, les statuts, les règlements intérieurs qui régissent l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Il n'y a pas de politique dedans. Donc nous avons décidé que c'est un chiffon, on jette ça à la poubelle et on continue notre travail. Ok, je me tourne vers vous, Franck Essy. Vous avez dit que c'est un non-événement, une démarche maladroite. Avant de revenir sur comment vous vous êtes organisé hier au CPP, mais je veux d'abord que vous nous expliquiez. Vous dites que c'est un non-événement, une démarche maladroite et grossière. Évidemment, parce que elle n'obéit ni à, si vous voulez, la légalité interne au CPP, c'est-à-dire les statuts, ni à la légalité qui régit un peu le fonctionnement des partis politiques et la tutelle que l'administration territoriale est censée assurer. Je m'explique. Les représentants des partis politiques sont des personnes qui sont désignées conformément aux règles internes que les militants d'une organisation se sont eux-mêmes données. Oui. Donc, et ces règles-là, très souvent, précisent que les dirigeants sont désignés à la faveur d'un congrès. Donc, Madame Kawala, l'actuelle présidente, Monsieur Essy, qui est devant vous, le secrétaire général, ont été élus avec 30 autres membres de la direction du parti lors d'un congrès à Yaoundé en 2014. Et il n'y a pas encore eu un autre congrès, le prochain est prévu en 2019. Donc, il se trouve donc que quand on désigne un individu, sans respecter par exemple cette légalité interne là, vous voyez déjà qu'on fausse ou bien on viole des règles élémentaires de bon sens. La deuxième chose, c'est que quand bien même il y aurait des dissensions au sein du parti, c'est-à-dire que des divergences, des conflits, et que quelqu'un revendiquerait peut-être le leadership, à ce moment, il y a au sein des partis des mécanismes par lesquels on en débat. C'est par exemple les réunions de crise, ça peut arriver jusqu'au conseil de discipline. Et si quelqu'un, par exemple, s'estime lésé, la loi maintenant permet, hors du parti politique, de saisir les tribunaux. Et c'est le tribunal qui peut, en regardant la législation interne du parti, et éventuellement aussi la loi sur les partis politiques, décider qui a tort ou qui a raison de revendiquer le titre de leader légitime. Et c'est quand maintenant le tribunal a rendu cette décision que le ministre, qui est le garant justement du respect de l'ordre public et justement de décision de justice, peut informer ses collaborateurs que la justice a désigné désormais telle personne pour représenter le CPP ou le Manidem. Et à ce titre, je vous invite à respecter cette volonté de la justice. Donc, comme il a été rappelé, rien de tout ça n'a été fait. Et le monsieur qui a été désigné est quelqu'un qui a été régulièrement exclu du parti. C'est-à-dire qu'on a respecté de façon stricte la légalité interne et on a saisi à plusieurs reprises le MINAD pour l'informer justement que ce monsieur ne pouvait plus en aucune façon se prévoir là comme militant du CPP. Donc c'est en ce sens que nous disons qu'un acte aussi grossier, aussi illégal, aussi dépourvu de bon sens et qui pue vraiment de façon manifeste les basses manœuvres politiciennes dont on n'a plus besoin dans ce pays, ne peut pas être considéré comme un événement. Et au contraire, je dis à M. Atanganji qui nous regarde que merci pour ce brevet de véritable opposition que vous venez de nous donner, parce qu'au contraire, ça va requinquer un peu notre militantisme. Et je peux vous dire que les milliers de militants de CPP sont sur le pied de guerre et ils vont vous allez le trouver sur leur chemin. Albert Natol, ici, le ministre n'a pas fait son devoir, ou bien il est allé un peu trop loin. Mais écoutez, moi j'interviens en tant que journaliste. Hein. Oui, justement. En tant de le préciser sur le plateau, je ne suis pas militant de quelque formation politique que ce soit. Il faut qu'on se comprenne très bien. Non, écoutez, il s'agit d'un acte administratif qui a été pris par le ministre de l'administration territoriale. Un acte administratif qui doit forcément avoir ses conséquences, notamment en cette veille de l'élection présidentielle. Déjà, il s'invite dans les querelles internes des partis politiques. Je crois que si son rôle est de jouer le régulateur, notamment pour ce qui est du respect de l'ordre public, je ne pense pas que son rôle puisse être de régler, mais pas des conflits internes aux formations politiques. Parce que dans ce contexte que vous connaissez très bien, il me semble que c'était une décision, j'allais dire une démarche inappropriée. C'est dire quoi? C'est dire que je constate quand même que nous avons le Manidem comme interlocuteur, M. Anissé Ekani, qui est très bien connu dans certains couloirs de Yaoundé. Nous avons M. Bapolivo, qui est également un député de l'UPC, il ne sait pas de quelle tendance, parce qu'il y en a beaucoup. De l'autre côté, vous avez, et déjà que l'UPC me semble
il y a eu des qui sont discordants de ce côté-là. Oui, vous avez monsieur Paul qui donne son soutien au RDPC. Oui. Et de l'autre côté, vous avez la présidente Madame Abiba Issa qui est candidate. Oui. Je ne sais pas si elle a déposé sa candidature. Non, pas. Bon, voilà. Bon, en tout cas, la date est citée ce jour. Vous avez dans le CPP, donc qui est sur ce plateau. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, j'ai le sentiment que de l'autre côté, on a les réflexes de la caporisation du débat politique. Parce qu'en fait, les partis politiques sont structurés. De telle sorte que s'il y a un conflit interne, ils ont leur manière de régler ces conflits par les statuts. Et il me semble que les partis politiques qui sont concernés par ces conflits internes ont des statuts, ils ont des organes, j'allais dire les instances, qui ont la latitude, j'allais dire la liberté de régler ces conflits. Or, il me semble que ce n'est pas cette démarche que devait, de mon point de vue, entreprendre monsieur le ministre de l'administration territoriale. C'est le temps que l'ordre public n'est pas ici mis en question. Je ne dis pas menacé. Donc, je crois que c'est véritablement, il s'agit d'une décision d'abord impopulaire et qui risque de verser de l'eau, de créer un contentieux pré-électoral avant l'heure. Justement, Franck, si je reviens à vous. Hier, vous êtes, après cette décision, vous êtes retrouvé pour une espèce de conseil de crise, c'était ça? Disons une réunion extraordinaire, parce qu'une telle mesure, au moins, nous renseigne sur le fait que nos démarches, notre discours ne laisse pas indifférent le pouvoir en place et est certainement considéré comme nuisible à son projet. Et comme je le disais, c'est peut-être un brevet d'abord, parce que c'est le premier sentiment que nous avions, de véritable opposition que nous avons perçue dans cette décision. Mais surtout, on a essayé d'analyser en profondeur pour comprendre, au-delà de nous, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se joue pour le pays, qu'est-ce qui, de façon négative, peut se jouer pour les populations camerounaises. Parce que ceux qui nous regardent, ce n'est pas tellement intéressant ce qui nous arrive. Nous sommes intéressants dans la mesure où nous contribuons à jouer un rôle dans l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et c'est là où on a dit, mais quand on regarde la scène aujourd'hui, regardons un peu les courants qui se dégagent. Il y a des gens qui vous disent, on n'en peut plus de ce pays, on va prendre des armes et mieux vaut on se sépare. C'est ceux qui se battent actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest et que nous n'approuvons pas. Il y a d'autres qui disent qu'on n'en peut plus et il faut absolument que, à travers cette échéance électorale, on essaye de renverser le régime en place. Et il y a nous qui avons fait une analyse beaucoup plus profonde qui disons que le pays est à un moment critique qui est tel que ce n'est ni les élections, ni, si vous voulez, ces tentatives de sécession qui sont la solution. La solution, ce sont des états généraux de la nation. La solution, c'est ce que nous appelons une transition politique, mais qui n'est possible que si ce régime, d'abord, on le pousse à la retraite. Et le pousser à la retraite n'attend pas forcément des élections. Donc on est le seul parti avec d'autres qui avons ce discours clairement, ce régime doit être mis à la retraite, même si ce n'est pas la simple protestation populaire. Et c'est un discours qui n'arrange pas. C'est un discours qui n'arrange pas d'autant puisqu'on a décidé de ne pas aller aux élections. Pourtant, on en a la possibilité. Oui. On en a la possibilité avec nos conseillers municipaux, on en a la possibilité avec nos moyens. Donc on ne souffre pas de cette difficulté. Durant de 2011 pas tellement, mais surtout du fait qu'entre 2011 et 2018, nous avons connu une croissance en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que ce monsieur qui a été désigné à la tête, il faut bien que les gens le sachent, a été exclu du parti. Pourquoi? Parce qu'en décembre 2017, il a convoqué une réunion de façon illégale, il n'a pas le droit de convoquer une réunion. Dans sa maison, le parti a des sièges officiels avec des adresses connues et déposées au niveau de l'administration pour dire qu'il suspendait tous les organes du parti, un individu. C'est-à-dire même dans les partis staliniens, il n'y a pas un individu qui peut décider de ça, qui suspendait tous les organes du parti et qu'il organisait la participation du parti aux élections. Mais en passant, il dénonçait la présidente Kawala pour avoir une position qui n'est pas conforme à la volonté du chef de l'État. Et il disait que la volonté du chef de CPP, c'est de s'aligner sur la volonté du chef de l'État et c'est de soutenir la gestion du chef de l'État de la crise anglophone, notamment dans sa dimension sécuritaire. Et nous, on lui a dit que mais ce n'est ni les positions du parti, encore moins le résultat de nos délibérations. Donc, si vous persistez à avoir ces convictions, vous êtes libre d'avoir ces convictions, mais plus en tant que membre du CPP. Peut-être en tant que président fondateur. Mais président fondateur n'est pas le seul. Il y a
au fondement du CPP, il y a au moins 30 personnalités. Et ça date de plus de 20 ans. Et le président fondateur, qui était devenu président d'honneur, n'a aucun pouvoir dans les statuts. Et il me semble que quand il a pris cette sortie, on a mis les statuts à disposition de tout le monde et il n'a aucun pouvoir. Donc c'est simplement pour dire que ce monsieur donc a décidé de soutenir le président dans sa répression des manifestants dans la zone anglophone et maintenant d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est là où nous avons dit, écoutez, ce n'est pas la volonté du parti. Vous l'avez exclu du parti? Non, vous êtes libre d'avoir vos convictions, allez militer ailleurs, laissez-nous continuer, nous la majorité, à contribuer à notre manière à l'émancipation des Camerounais. Voilà, vous l'avez exclu pour ça, justement, parce que dans la circulaire du ministre, il dit la persistance des conflits en interne. Il a donc voulu arbitrer. La même chose... Et il n'a pas le fait. Voilà, on y arrive. La même chose dans le Manidem, parce que tout commence... vous êtes arrivé en 2015, c'est bien cela? Ensuite du congrès. Oui et non. Mais ça n'a jamais été un long fleuve tranquille hein, entre vous et votre secrétaire à la formation. Bien. C'est bien cela? Alors, déjà que c'était pas en 2015, un an avant, oui. Et parce que le camarade Abanda de Banda Kama est décédé, après oui. son décès, il fallait donc mettre quelqu'un à la tête du parti. Ça fait donc le 2 août 2014 à Bafoussam, la direction du parti m'a donc élu comme président pour parachever le mandat du camarade Abanda. Et avec un seul objectif, c'est l'organisation du 3e congrès. Nous avons donc organisé ce 3e congrès en mai 2015, ici même à Douala. Et à l'issue de ce congrès, il y a une direction de 87 membres qui a été élue, et donc 13 secrétariats. Et là, Ekana Nissé était le secrétaire national de la formation. À la formation. Voilà. Alors, ce dossier a été déposé au MINAT. Et le MINAT, c'est vrai, quand j'ai déposé ce dossier au MINAT, les résolutions et les membres du bureau, j'avais omis de déposer la liste des participants. Ils m'ont rappelé qu'il faut la liste de tous les participants avec leur signature. C'est un document qu'on avait, mais je ne savais pas en réalité. J'avais oublié qu'il fallait le joindre à ce dossier-là. On a ajouté cet élément et en février 2016, René Emmanuel Sadi m'a notifié en reconnaissant donc la nouvelle direction après le changement survenu pendant ce congrès. Ce qui a été normal et nous avons fonctionné pendant 3 ou 4 mois. Tout se gâte en réalité le 25 mars 2017. Pourquoi tout se gâte? Nous nous retrouvons à une réunion de direction à Bafia et les membres de la direction constatent qu'après les élections de 2013, où nous avions eu 35% dans le Mongo Sud, ce pourcentage-là nous donnait droit à 1 300 000 francs tous les ans. Et moi, je suis arrivé comme président déjà en 2014. Donc, cet argent, apparemment, était déjà versé au parti. On m'a confirmé en 2015 et les membres du parti ont donc demandé au président de rendre compte par rapport à la gestion de cet argent. J'ai dit qu'en réalité, je n'ai pas vent de cette affaire-là. Ils m'ont donc instruit à sauvegarder les fonds du parti. Rentré donc à Douala, et je suis parti dans une banque de la place, Atlantic Bank pour ne pas la citer, actualiser le compte bancaire qui avait été ouvert en novembre 2011 par le camarade Abanda. Et j'ai déposé cette domiciliation au MINAT et j'ai informé tous les camarades. Et c'est là où tout se gâte. Le virement de 2017, donc, passe à ce compte-là. C'est le tout premier virement. Et il se trouve que les 2 premiers virements, on ne sait pas dans quel compte ils avaient été virés. Et il faut donc rendre compte. Je demande qu'on rende compte et la guerre commence. Oui. Je vois les mails qui circulent que le président Yebga n'est pas l'homme de la situation. Et le 1er juillet 2017, il y a une réunion clandestine que Ekane organise au Carrefour TIF.
Le siège social, il faut le dire. C'est le domicile privé. Oui, si vous voulez, c'est déjà un domicile privé. Ça n'a jamais été le siège du Manidem. Ça n'a jamais été le siège du parti. Comment ça? Je vais vous expliquer. C'est une parenthèse. Oui. Quand on légalise le Manidem en 1995, sous la houlette de l'UPC Manidem, parce que l'UPC Manidem avait été interdite de fonctionner, on demande donc à 3 camarades d'aller essayer de légaliser. C'est un problème d'homme ou c'est un problème de sigle. On légalise donc le Manidem le 3 mars 1995. Quand Ekane vient avec le récépissé de légalisation au comité directeur de l'UPC Manidem, on lui dit que c'est bien ce papier, mais on le garde, on l'utilisera en temps opportun. C'est là où, à l'époque, le siège du parti de l'UPC Manidem était à Akwa, en face de l'ancienne Sonel, c'est-à-dire en face de la route qui rentre en face de la salle de fête d'Akwa. Cette route-là, c'était là le siège du parti. Et le domicile privé de Kane était au Carrefour Tif. Alors, quand on nous dit ça, nous sommes 3. Madame Abanda, Melchior Damien et moi-même, nous sommes partis au domicile de Kane. On lui dit, le récépissé n'est pas un parti politique. C'est le travail sur le terrain. Donc, comme on nous a demandé qu'on garde ce récépissé au tiroir, nous voulons travailler. Donc, à partir de maintenant, on descend sur le terrain. Et on a fait cette réunion à son domicile privé. Et on a donc commencé le travail dans ce domicile privé. Et on a continué. C'est pour ça que c'est resté comme si c'était la permanence du parti. Rien de tout cela. Okay. Donc, c'était une parenthèse. Il fallait que les gens comprennent cela. Oui. Je reviens donc maintenant. Quand un jour, j'actualise le compte du parti, le virement de 2017 passe dans ce compte. Et la guerre commence. Et Kane organise une réunion clandestine au Carrefour Tif, dans son domicile privé. Malheureusement pour lui, à l'intérieur des 11 participants qui étaient là, il y avait quelqu'un qui n'admettait pas, qui n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait. Il a donc enregistré toute la réunion et nous a remis la copie. On a suivi tout ce qui s'est passé. Parce que j'ai suivi M. Kane, je crois qu'il était ici hier, disant que les cadres du parti ont suspendu toutes les instances le 1er juillet. Or, ce 1er juillet, c'était cette première réunion clandestine pour chercher à voir comment déposer le président. Et dans cet audio, Kane demande qu'on lui donne le mandat pour qu'il aille voir le ministre. C'est dit. Quelqu'un, celui qui veut, va suivre. Et ils se sont donné rendez-vous 15 jours plus tard. Que la prochaine réunion, ce sera dans 15 jours. On peut suivre l'audio. Alors, quand nous convoquons donc le CNC de Mbankomo, et Kane et ses 11 amis ne viennent pas à cette réunion, et la réunion qui s'est tenue en Mbankomo, qui a été déclarée et autorisée, oui, prend des résolutions qui ont été... La 4e résolution suspend justement. Voilà. Oui. On suspend donc ces camarades-là et on organise une conférence de presse qui est interdite aussi. Qui est interdite. Et quand Ekane a eu vent qu'il y a des suspensions, il est monté au MINAT, antidaté les résolutions. Et je vais vous rappeler que dans l'administration, toutes les correspondances entrent par le courrier avec une date et un numéro de série. Nous lui avons demandé qu'il nous montre le récépissé, la décharge, avec le numéro de série, s'il est postérieur ou antérieur à la nôtre. Oui. Si on voit ça, on saura. Mais seulement c'est entré directement par le cabinet du ministre. Oui, question simple, oui. Bombok. Est-ce que ce ne sont pas ces sanctions-là, de Bankomo, on va les appeler ainsi, qui ont définitivement créé cette implosion au sein du Manidem? Et vous regrettez d'avoir sanctionné vos camarades en Bankomo? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens? Parce que c'est... Parce que la preuve, lorsque eux aussi à Douala ont décidé de vous sanctionner, de vous démettre même. Ils disent ceci. Allez jusqu'à... On dit que le comité de réorganisation, c'est comme ça qu'il s'appelait. C'est bien cela. Qui n'existe pas dans nos statuts. Comité de réorganisation vous invente sur le prétexte que vous ne faites pas avancer le parti. Et ils se disent qu'on a comme l'impression que vous ne comprenez pas véritablement les missions qui sont les vôtres.
Ça, c'est ce que le comité de réorganisation vous repose. Bien, naturellement, si des missions qui me sont confiées en tant que président du Manidem sont d'aller 2 fois par mois à Yaoundé et récupérer de l'argent à gauche, à droite, et je ne suis pas dedans. Et je vais vous rappeler une chose, une parenthèse, pour justifier ce que je dis. Le 26 avril 2018, pour réguler cette crise, le préfet du Voré qui nous écoute nous convoque à son bureau, et Kane et moi, pour essayer de jouer au médiateur de cette situation. Il l'avait déjà fait le 13 septembre 2017. Et Kane lui a dit que pour rien au monde, il ne peut plus jamais militer dans le même parti que moi. Ok. Et pour finir, s'il vous plaît, et il dit au préfet qu'il va voir le ministre pour qu'il interdise nos manifestations dans toute la République du Cameroun. Et c'est ce qui s'est passé après? Et après qu'il vous ait dit ça? Est-ce que vous avez essayé d'organiser un meeting? Attendez. Il dit qu'il va le faire. Et comme, quand on tient une réunion comme ça à 3 avec une autorité comme le préfet, il n'y a pas quelqu'un qui prend des notes. Mais ce que nous faisons, c'est qu'on fait juste une note de synthèse après, qu'on remet au préfet pour qu'il soit au courant de ce qu'on va dire à nos collaborateurs. Oui. Et on a donc sorti ça, et j'ai ce document. Et vous voyez donc aujourd'hui, la note que le ministre signe collabore avec la déclaration de Kane en avril pour dire que c'est un agent gouvernement. C'est trop fort. Alphonse, dites-moi. Oui, Anatole. Le Mbobok a parlé du rôle, hein, ils ont informé le ministre Sadi de l'existence, hein, il a pris connaissance du nouveau bureau. Il y a un journal qui a dit aujourd'hui, pour la Tangandi, désavoue René Emmanuel Sadi. Oui, écoutez, bon, comme je l'indiquais dans mon propos initial, il s'agit des querelles internes, de mon point de vue. Et ces querelles, de mon point de vue également, sont inappropriées. Parce que lorsque vous prenez une décision, il y a le prétexte et le contexte. Le prétexte, il me semble, n'est pas très... il me semble suggestif. C'est très subjectif parce que lorsque les formations politiques sont confrontées à des querelles internes, il me semble également qu'il n'appartient pas à l'administration de les gérer. Ça se gère dans les instances internes de ces formations politiques. En l'occurrence, les cas du Manidem qui vient de nous être évoqué, les cas du l'UPC bien évidemment, les cas du CPP, les cas bon bref, quel que soit de mon point de vue les contentieux, j'allais dire les querelles qui peuvent naître des dissensions internes, il n'appartient pas à l'administration de les régler. La position du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, je crois, et j'insiste à le dire, est maladroite, d'autant que c'est pas s'il devait faire une sortie, ça ne devait pas être le choix des interlocuteurs qui sont désavoués par les instances du parti. Ça devrait être une autre posture, à savoir demander aux uns et aux autres. Parce que lorsque quelqu'un... Le ministre Sadi l'a fait avec l'UPC en 2015. Et même si c'est le cas, même M. Sadi, le ministre Sadi a également été maladroit. Tout à l'heure, j'ai parlé de contexte. Oui. Le contexte aujourd'hui amène justement les uns et les autres à comprendre qu'il y a un problème. Et que, potentiellement du contexte actuel que vous connaissez tous, il n'appartient pas au ministre de l'administration territoriale qui est garant justement de l'ordre public, des créer de désordre public. Parce que c'est important aussi de le souligner, parce qu'il ne faut pas qu'il soit justement l'acteur du désordre public. J'ai entendu les uns et les autres sur ce plateau. Je pense qu'il faut savoir raison garder, c'est d'autant que les candidats du l'UPC n'ont pas déposé leur candidature. Il me semble également que certains de nos confrères ce matin nous ont informé que la candidate du CPP n'est pas partante pour l'élection présidentielle, tout comme
le candidat du Manidem, parce qu'il a quand même tenu une conférence de presse. Ce n'était pas dans une chambre qu'il a tenu cette conférence de presse. Ça veut dire qu'il a demandé une autorisation qui lui a été accordée pour tenir une conférence de presse. Je parle ici de M. Anissa Ekani, qui a déclaré que le Manidem ne présentera pas un candidat à l'élection présidentielle de 2018. Et je crois également... On parlait déjà au nom du Manidem avant la décision du ministre Atangadji. En tout cas, tout le monde parle au nom du Manidem. Monsieur Ebga parle au nom du Manidem. Monsieur... Madame Abiba Issa parle au nom du Manidem, Monsieur Anissa Ekani parle au nom du l'UPC Manidem. Donc tout ça, ça fait quand moi ça me pose quand même un problème. Oui. Ça me pose un problème parce que là, ça nous éloigne des aspirations du peuple, parce que vous ne pouvez pas dire que vous défendez les intérêts du peuple sans chercher à vous entendre vous-même sur les questions essentielles, parce que si vous n'êtes pas capable de gérer les petites choses, ce n'est pas les grandes qu'on pourra pouvoir gérer. Ça c'est important de le dire ici. Donc je crois que monsieur Atangadji, ministre de l'administration territoriale, a été très j'allais dire, il a été maladroit en prenant cette décision. Voilà, Kazimi Désiré Taillé nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Voilà, vous rentrez, vous nous trouvez en plein débat. Hein, et c'est pour l'Atangadji sur sa méthode par rapport aux 3 formations politiques. Qu'avez-vous à dire? Il faut déjà retenir que Paul Atangadji a suffisamment annoncé ses couleurs depuis qu'il est là, depuis qu'il a été nommé ministre de l'administration territoriale. Donc il y a une méthode pour l'Atangadji. Effectivement, la méthode pour l'Atangadji, c'est ne laisser aucun endroit où la main ne passe et repasse. C'est-à-dire fouiner, aller un peu partout et parfois à tort et à travers. Je le dis parce que si certaines de ces décisions ont été appréciées, je crois que la dernière a été prise un peu à l'emporte-pièce. Et c'est justement le style Atangadji, lorsque vous vous rappelez que à l'entame de la crise anglophone, il fait partie de ces membres du gouvernement qui avaient pratiquement mis le feu aux poudres en déclarant qu'il n'y a pas de problème anglophone. Aujourd'hui, on l'a mis là où il faut, là où il a espéré qu'il peut gérer, et il croit qu'il va pouvoir gérer tout ce qui se passe. Lorsqu'on prend donc cette décision qui désigne certains responsables des partis politiques, à savoir à l'UPC, au Manidem et au CPP, on peut les interpréter, on peut interpréter cela de diverses manières. Vous savez, généralement, on lit les moutons par les cornes, mais les hommes, on les lit par les lois. Et les conventions légalement faites entre les hommes tiennent lieu de loi. Alors, cela dit, vous allez comprendre que à l'UPC, par exemple, c'est généralement le secrétaire général qui est chargé de diriger le parti. Cela se sait. Ce n'est pas le président national, ce n'est pas le président qui gère le parti. On l'a vécu avec feu Frédéric Augustin Kodok, paix à son âme. Mais pour ce qui concerne et en ce qui concerne le Manidem, nous savons que depuis quelque temps, il y a une vive querelle, et le Manidem qui est lui-même une excroissance de l'UPC, et qui aujourd'hui se retrouve exactement à la même position que l'UPC d'avant, c'est-à-dire un parti divisé, avec 2 tendances, la tendance Ebga et la tendance Ekani Anisette. Et quand vous prenez également le CPP, et c'est là où le bas blesse le plus, parce qu'il y a quelque temps, Fon qui a été nommé là, a été exclu du CPP. Et c'est là où c'est la personne que le ministre de l'administration territoriale vient aujourd'hui à nommer pour répondre aux destinées du CPP. Il faut se poser la question. Pourquoi ces personnes-là? Vous savez que nous sommes en période électorale et chacun devrait tirer la couverture de son côté. Il y a des crises au Cameroun dans lesquelles le ministre de l'administration territoriale pouvait intervenir. Par exemple, la crise à l'église évangélique du Cameroun, c'est un trouble à l'ordre public qui ne dit pas son nom et qui imposait que le ministre de l'administration territoriale fasse une sortie pour essayer de gérer, pour qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Si tant est que c'est le trouble à l'ordre public qui est la Libye pour prendre cette décision-là.
Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les élections électorales. Et dans toutes ces formations politiques que le ministre qui intéresse bien Paul Atanga Nji, vous allez voir que les factions sont divergentes. Il y a des factions qui soutiennent le parti au pouvoir et des factions qui ne le soutiennent pas. Vous prenez le cas de l'UPC, vous allez voir que la division est nette, que ce soit au Manidem, que ce soit au CPP. Donc, pour régler tout cela, le ministre de l'administration territoriale n'a pas cherché loin. Il essaye de tirer la couverture de son côté, c'est-à-dire de son camp, en choisissant les personnalités qui les soutiennent, qui soutiennent le parti au pouvoir, le parti des Flammes, qui n'est autre que le RDPC, qui est en train de compétir contre tous les autres. Donc, moi, je dis, c'est la méthode Paul Atanga Nji qui est en marche, et je crois que cette méthode va encore faire mal, mais il faudrait que les ministres et autres membres du gouvernement nous évitent ce genre de scandale. Le pays va suffisamment mal pour qu'on en rajoute. Le pays va suffisamment mal avec ces crises à répétition que l'on connaît du côté du nord-ouest, du côté du sud-ouest et même à l'est, pour ne pas parler de Boko Haram à l'extrême nord. Venir aujourd'hui embraser ou bien allumer un feu dans des partis politiques au moment où on en avait très peu besoin, je crois que Paul Atanga Nji aurait mieux fait de s'abstenir. Est-ce que siffler la fin de la récréation, c'est allumer le feu? Franck ici. Je ne sais pas si vous avez vous-même synthétisé tout ce qui a été dit ici, parce que ce qui est constant, c'est que, un, il n'a pas ce droit, deux, il n'y a pas véritablement feu, parce que on ne voit pas comment les gens qui n'ont pas qualité de se prévaloir de certains titres peuvent justement le faire. Donc, Franck ici, je vais vous rappeler un tableau. Anissé Kane nous a dit sur ce plateau hier qu'il a pris le cas de l'UPC. Pour le 20 mai, on voyait, je crois, le président, mais au palais. Au palais, le 20 mai, on voyait une autre personne, pas Paul Hippolyte. Donc c'était pour arrêter tous ces bingbaks-là que le ministre Laté a décidé de choisir, entre guillemets, écoutez, les interlocuteurs. On ne gère pas un pays comme une épicerie. On ne gère pas un pays comme sa petite case au village. Le pays repose sur des lois. Et les organisations privées, les associations privées que sont les partis politiques, ont elles-mêmes leurs lois internes. Ce n'est pas à lui d'apprécier, indépendamment de ces lois. Est-ce que vous comprenez la gêne des pouvoirs publics? Avoir deux personnes se présenter au même endroit. Mais c'est eux qui alimentent ça. Oui. J'ai l'impression, monsieur Autour, il ne faut pas, je veux dire, édifions ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Mais il est évident pour tous ceux qui regardent que monsieur Atanga Nji est le principal fouteur de troubles. Non, faut pas. Non, je le dis parce que je peux l'illustrer. Je peux l'illustrer. Mais quand vous dites, il ne faut pas que le thème vous choque. C'est ce qu'il fait qui doit vous choquer. Je vous dis que voici ce que la loi dit. Et lui, en tant que ministre censé agir selon la loi, décide de faire autrement. Et on dit que le faire, c'est illégal et c'est foutre le désordre dans le pays. Parce que l'ordre, c'est quoi? L'ordre, c'est veiller à ce que les gens connaissent la loi et se comportent par rapport à la loi. Il n'y a pas d'ordre comme ça dans sa tête. L'ordre, c'est tel que la loi a été figée et organisée. Donc quand le ministre est le premier à ne pas respecter la loi, c'est un fouteur de troubles, c'est un fouteur de désordre, c'est quelqu'un qui crée les crises dans le pays et c'est quelqu'un qui est indigne de sa fonction. Voilà, vous êtes responsable de votre propos. C'est une démonstration technique. Oui, vous êtes responsable. C'est pas une appréciation, c'est pas un jugement de valeur. Oui. Quelqu'un qui vole la propriété de l'autre, qui prend la propriété de l'autre sans sa permission est un voleur. On ne va pas vous permettre sur ce plateau de dire ça. C'est un exemple de qualification. Restons courtois, Franck ici. Je peux pas être courtois avec un individu. Non, restons courtois. Mais pour rester courtois, Serge Alain, il faut, à la suite de Franck ici, pour ne pas utiliser les termes aussi durs que lui, il faut se poser simplement la question de savoir quand est-ce que le ministre de l'administration territoriale a écouté les différents partis dans ces différentes formations politiques. Et nous disons qu'il y a une crise dans quelque formation que ce soit, il faut écouter toutes les parties, il faut même les confronter pour savoir de quel côté se trouve la vérité. Mais lorsque nous lisons la lettre ouverte que le CPP a produit aujourd'hui, ou alors le procès qui est en train de se fabriquer, on se rend bien compte que le ministre n'a jamais écouté les tendances ni au CPP, ni au Manidem,
et encore moins à l'UPC. Donc, je ne veux pas être aussi rude comme Franck ici, mais je dis de manière courtoise, Franck, je reste avec vous. Qu'est-ce qui a donc été décidé? Vous avez parlé d'une réunion de crise hier, après qu'est-ce que vous comptez faire? Non, première chose, comme je vous dis, ne vous détrompez pas par mon ton. Je suis comme ça naturellement, je suis un Camerounais bien portant. Pas, j'ai envie de dire, aliéné par un discours vraiment... voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que, premièrement, nous sommes sereins. Oui. Et nous sommes contents, après toutes les discussions que j'ai eues depuis hier nuit avec tous les militants du parti, sur l'ensemble du territoire et hors du territoire, de leur sérénité, de leur détermination. C'est la première chose. Et ça nous conforte dans notre engagement. Deuxième chose, nous allons réagir. Et réagir sans nous disperser de notre mission, qui est de contribuer à ce que les problèmes de ce pays soient résolus, qui est de contribuer à ce que les problèmes des Camerounais soient réglés. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on va faire ce qui s'impose à nous pour ne pas prendre en compte les décisions illégales du ministre. Au moment où on vous parle, on a déjà saisi l'ECAM et le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que M. Titafon, qui a été nommé par M. Atangandji, depuis 3 jours, se bat pour déposer une candidature à l'élection présidentielle. On fera le bilan demain à minuit. Voilà, on ne sait pas s'il va le déposer, mais je peux vous dire qu'on est sources sûres, et c'est pourquoi il y a 2 jours, nous avons sorti un communiqué qui prévenait que personne n'a le droit de se présenter comme candidat du CPP à l'élection présidentielle. Donc, première chose, pour dire que nous sommes au courant de ces manœuvres, et comment vous êtes au courant? Mais parce que justement, M. Atangandji n'est pas Dieu. Autour de lui, il y a des gens qui estiment que ce qu'il fait n'est pas normal, et M. Titafon, qui est son complice, lui-même a autour de lui des personnes qui nous informent de ce qu'ils font. Donc, pour vous rassurer que nous disons aussi, ça c'est l'information, que c'est lui qui est le fauteur de trouble. La deuxième chose, c'est que on a saisi comme le Conseil constitutionnel avec toute la documentation qui explique que ce monsieur ne peut pas se prévaloir en aucun moment de la qualité de militant du CPP et donc il ne peut pas déposer une candidature. Maintenant, M. Atangandji, c'est un Camerounais, même si la justice est ce qu'elle est au Cameroun, avant de recourir à d'autres moyens, pour faire respecter nos droits, nous allons saisir. Et ce monsieur va recevoir, sur le plan judiciaire, notre réponse. Mais en attendant, nous allons continuer à mener nos activités sans rien changer. Ok. Vous, qu'est-ce qui est prévu de votre côté au Manidem? Bien, nous avons tenu une réunion cet après-midi. Oui. Et naturellement, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, on a considéré le papier de M. Atangandji comme... le papier, un chiffon qu'on a jeté dans la poubelle, et on continue de fonctionner comme si de rien n'était. On organise nos réunions, nos manifestations, parce que depuis, on n'a jamais eu d'autorisation, mais nous fonctionnons, on sait comment on fonctionne. Et autre chose qu'on a eu à relever est que cette lettre circulaire de Atangandji essaye donc de clarifier le champ politique camerounais. Où est la vraie opposition? Et par rapport donc à cela, nous disons aux Camerounais que nous allons vous donner des orientations par rapport à l'élection qui va se passer. N'écoutez plus les gens qui jouent aux opposants alors que c'est des indiques du pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est clair, on connaît où est la vraie opposition, on connaît là où il y a le fauteuil de trouble. Et nous allons donc continuer, comme je l'ai dit, le travail sereinement. N'oubliez pas qu'il y a la justice. Ça je le dis, et nous allons porter plainte à tous ceux qui nous ont causé du tort. Ça a été arrêté et dès la semaine prochaine, ce sera engagé. Voilà ce que nous avons arrêté aujourd'hui. Et ici, la justice, vous croyez que c'est le moment de faire recours au tribunal? Écoutez, nous sommes dans un état de droit. Oui. En tant que tel, ils ont le droit de recours, ils ont le droit de rester en justice s'ils le désirent, s'ils le pensent. Mais je pense que je dois quand même faire notre lecture. Il faut rappeler qu'Anne vous a suggéré ça hier, hein, sur ce plateau, que vous êtes libre de... Vous pouvez, vous devez même. En gros, c'est une décision nulle sur le plan juridique. Alors j'ai envie de dire que... Il y a des nuls, mais ça j'ai envie de dire, Serge Alain, que... Oui. J'ai le sentiment que M. Atangandji, ministre de l'administration territoriale, en commettant cette maladresse, a permis justement à ces partis, ces formations politiques de faire le buzz.
d'entrer en campagne. Malheureusement, ils ne sont pas encore présentés comme candidats. Oui. Mais il leur a permis de faire le buzz. Et je crois que c'est très dangereux. Et il n'a pas rendu service à celui qui lui a donné cette responsabilité. Parce que, comme je l'indiquais, le Cameroun c'est un état de droit. Et les formations politiques, parce que quand on le fait, en prenant une telle posture, ça veut dire qu'il fait reculer les libertés, je dis, de partis politiques de moins de 20 ans. Il faut donc éviter la caporalisation. Il s'agit d'une décision impopulaire qui rend service à personne, même pas à lui-même. Donc, je crois que tout à l'heure, je parlais du prétexte, et le prétexte, je ne vois pas. Il n'y a pas menace à l'ordre public. Il s'agit d'une querelle interne qui concerne ces formations politiques-là. Et de deux, le contexte même, parce que quand on voudrait prendre une décision, il faut quand même prendre en compte le contexte. Est-ce qu'il faut davantage jeter de l'huile sur le feu dans un environnement qui est le nôtre à ce moment, où de plus en plus des Camerounais sont véritablement frustrés, où nous avons plusieurs fronts de crise, comme l'indiquait tantôt Casimir. Je crois que les formations politiques, j'allais dire les responsables des formations politiques qui s'estiment être lésés dans leur intérêt, qui peuvent et qui ont la légitimité de pouvoir accuser monsieur Atangandji d'émission dans leurs affaires internes, ont le droit d'ester en justice. Ok. Dites-moi, Casimir, est-ce que pour éviter les tribunaux, est-ce que quelque chose peut encore être fait? C'est-à-dire, j'envisage une rencontre Anissé Kane et Bombok Yopka, ou bien Tita Kawala. Déjà, moi, je veux dire que la voie de la justice, c'est ce qui serait le mieux. Mais, connaissant dans quel contexte nous sommes, connaissant notre pays, je me demande bien si cette voie pourra prospérer. Étant donné que lorsque Bombok, par exemple, va se retrouver au tribunal contre Ekane Anicet, on va lui mettre à la face le moyen. Est-ce qu'il a qualité? Est-ce qu'il a qualité pour porter plainte? Est-ce qu'il a qualité? Parce que pour avoir la qualité provient du ministère de l'administration territoriale. C'est le ministère de l'administration territoriale qui vous reconnaît la qualité. C'est exactement la même chose comme dans les journaux que nous animons. C'est le ministère de l'administration territoriale qui vous donne l'autorisation de fonctionner. C'est le ministère de l'administration territoriale qui donne l'autorisation à un parti politique de fonctionner et qui reconnaît également que tel a qualité, parce que peut-être il y a eu une assemblée générale, peut-être il y a eu un congrès ou autre comité central qui lui a donné cette qualité-là. Mais en dernier ressort, c'est le ministre de l'administration territoriale qui donne qualité pour que vous soyez représentant d'un parti politique. Alors, j'ai bien peur donc que ce soit Franc ici, que ce soit Bombok, quand ils vont se retrouver au tribunal, on va leur donner à la face le problème de qualité de membre pour agir. Et tout de suite, tout de go, leur action sera rejetée purement et simplement pour défaut de qualité. Oui. Donc ça, c'est la crainte que moi j'ai. Mais avant d'arriver en justice, il était judicieux que l'on essaye, que le ministre de l'administration territoriale joue son rôle de médiateur, qu'il essaye de rapprocher les partis et tirer la meilleure formule dans chaque parti politique. Qu'il essaye, parce que je l'ai dit tout à l'heure, nulle part il n'a été démontré que le ministre de l'Alte a rapproché les différents partis en conflit pour jouer cette médiation-là. Et moi je dis, il n'est pas tard. Et comme Albert Anatole Haïssi le disait tout à l'heure, au Cameroun, lorsque vous voulez rendre quelqu'un célèbre, il faut interdire son action. Et vous voyez bien que le revers de la médaille porte véritablement ses fruits à ce niveau. Lorsque vous voulez interdire un journal, lorsque vous voulez qu'un journal soit célèbre, interdisez le journal. Et vous allez voir que le lendemain, tout le monde va se ruer sur ce journal. Lorsque vous voulez qu'un parti politique ou bien qu'un leader de l'opposition soit célèbre, interdisez son meeting ou bien sa formation politique. Et vous allez voir ce que ça va faire. La preuve, vous voyez bien tout ce que ça donne depuis hier que Paul Atangandji a pris cette fameuse décision qu'il a enjoint au gouverneur des régions
pour qu'ils ne reconnaissent que tel ou tel dans telle formation politique. Franck, si je reviens à vous, est-ce que, parce que le principal reproche que vous faisiez à Tita, c'était, vous le soupçonniez de vouloir se présenter à la présidentielle, aussi d'avoir entamé des négociations avec, en vue d'une alliance avec le RDPC. C'est bien cela? Nous ne le soupçonnons pas, nous avons les preuves. Vous avez les preuves? Et il a fait des déclarations écrites et publiées dans des Bon, journaux. si demain, on sort la liste de ceux qui ont déposé des dossiers d'élection présidentielle à candidature, s'il n'y a pas le nom de Samuel Tita, qu'est-ce que vous faites? Tant mieux pour lui, parce que s'il ose se présenter sous le couvert du CPP, il va subir toute Vous la parlez rigueur. de votre président fondateur comme ça en ces termes? Je vous ai expliqué qu'il y a 30 personnes qui ont fondé ce parti. Mais il est quand même founding fathers. Ça ne le soustrait pas à l'idéologie et aux règles internes du parti. Et je crois que c'est très important votre remarque, parce qu'il faut qu'on sorte un peu de ces conceptions où on s'attache de façon indue à un respect inapproprié à des personnes au nom d'être fidèle à des principes, Oui. à des valeurs qui, elles, sont atemporelles et préservent l'intérêt général. Donc là, c'est justement l'exemple de la déchéance. Vous savez, quand nous étions jeunes, on nous disait attention, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la délinquance juvénile, des jeunes qui sont sans repère, qui ont des comportements inappropriés et qui suscitent des craintes quant à ce qu'ils seront dans l'avenir. Mais j'ai l'impression que dans la société camerounaise aujourd'hui, les multiples crises que nous vivons sont dues à une délinquance sénile. Excusez-moi le mot. C'est-à-dire que c'est plutôt les personnes âgées qui ont renoncé à vivre conformément à des valeurs, à des principes basiques. Et on ne doit pas s'étonner qu'il y ait des désordres dans la société. Parce que dans une société, le poisson pourrit par la tête. Et on a l'exemple là. Comment on pouvait dire qu'un parti comme le CPP, sans être expert en sciences politiques, un parti qui a présenté régulièrement des candidats contre le RDPC, et avec un discours précis de rupture, aujourd'hui, vous dites qu'il a vocation à être de la majorité présidentielle, et un parti qui est régulièrement réprimé pour ses manifestations, où moi personnellement j'ai été arrêté 6 fois, j'ai fait 3 séjours en cellule, et qui est contre la violence exercée sur les citoyens. Vous dites que c'est normal que dans la crise anglophone, on privilégie le bâton au lieu de la négociation. Et quand quelqu'un a ce genre de position, alors que les instances du parti, qui comportent près de 50-60 personnes, ont discuté, débattu et arrêté des positions, vous avez une telle position simple, on vous dit que ce n'est pas conforme, et que aller militer ailleurs, vous nous dites que non, il y a querelle interne, mais il y a trahison des principes de base. Et ce n'est pas négociable. Ok. Casimir disait que le ministre n'a jamais tenté un rapprochement entre factions. Mais je crois que vous avez parlé de cette rencontre, Anissé Kane et vous, chez le préfet. Oui. C'est le représentant du ministre quand même, le préfet, non? Oui. Je vais vous dire que... C'était pas une tentative de rapprochement? Si, c'était une tentative et il a fait 2 fois. Oui. La première fois, il a dit à Ekane devant moi que va t'entendre avec le président. Voilà. Vous travaillez ensemble. Donc c'est parce que vous n'avez pas réussi à vous entendre qu'il a changé? Et quand il a dit pour rien au monde, j'ai saisi le ministre par écrit, le ministre Sadi. Le ministre Sadi a renvoyé ce dossier au préfet du Vouri et a mis les recommandations en disant essayez de trouver un terrain d'entente entre ces 2 hommes. Et c'est pour cette raison que le 26 avril, le préfet nous convoque pour cela. Et il nous rappelle que le ministre a donné la même position que moi. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est là où je vous dis que Ekane a dit pour rien au monde. Et d'abord qu'il va voir, comme ce n'est plus Sadi, il va voir donc son ami, parce qu'il se tutoie. Il va voir son ami pour qu'il interdise. On a vu la preuve. Et je vais revenir sur Casimir. C'est qu'il a dit, nous ne nous attendions pas à une simple lettre, parce que cette lettre n'est même pas recevable juridiquement. C'est rien du tout. Et M. Ekane a déposé les résolutions de la réunion du comité de base, parce qu'ils ont tenu un congrès à 15 personnes, alors que quand le Mandem tient un congrès, c'est au moins 300 personnes. Et nous avons fait opposition aux résolutions que Ekane a déposées au MINAT, et nous savons qu'au MINAT, il y a des administrateurs. Le politique passe, mais les administrateurs restent. Aucun administrateur ne pouvait délivrer une reconnaissance de ce document. Okay. Reconnaissance. Voilà, merci. On va donc passer du côté de la rédaction. Bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir à Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, au menu ce soir, qu'est-ce que nous avons? Il reste à peine 4 heures avant la clôture du dépôt des candidatures à EDECAM. Et vous le verrez dans ce journal, comment des postulants se bousculent à la direction générale de l'EDECAM pour être sur la ligne de départ
pour cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Au-delà de la mobilisation des jeunes observés autour de l'ECAM, le paysage politique a reçu un coup de semonce provenant du gouvernement en désignant des leaders de certaines formations politiques. Le gouvernement a fait face à une levée de boucliers et des critiques de la part des leaders de ces différentes formations politiques. Nous donnerons aux téléspectateurs ce soir les clés pour comprendre la décision du ministre de l'administration territoriale, mais aussi les réactions des différents partis politiques et les limites des pouvoirs du gouvernement qui s'est ingéré dans les crises internes au sein des formations politiques. Vous le savez, c'est un sérieux problème et une question importante pour les téléspectateurs. Est-ce qu'ils ont toujours l'habitude de respecter les règles d'hygiène élémentaires au moment où l'épidémie de choléra se propage au Cameroun? Nous allons ce soir évaluer le dispositif mis en place dans le littoral, mais aussi évoquer la nécessité d'améliorer les conditions de travail des commerçants dans les espaces marchands qui sont en proie à l'insalubrité. Ces titres et bien d'autres seront développés à 20h. Serge Alain. Voilà, merci Yann. Une affiche alléchante. Hein. Oui, donc, il a prêté alléchante. Oui. Non, on revient. Il y a le débrief, Alphonse. Merci Cédric, on vous retrouve dans un instant pour dérouler votre journal, comme vous l'avez annoncé. Moi, je vais vous retrouver après. Je suis toujours accompagné de mes invités. On parle de Paula Tangandji et cette décision. Madame, Monsieur, d'abord le journal de Cédric Noufelé et nous, on se retrouve après pour le débrief. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, retrouvez Serge Alain Rotou et ses invités dans l'émission Equinox Soir qui se poursuit. Serge Alain. Voilà, merci Cédric Noufelé. Rendez-vous est pris pour demain 20h. Toujours en compagnie de nos invités. Mbambok Yebga, président élu du Manidem. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Casimir Désiré Tagné, journaliste et directeur de la publication du Jeune Enquêteur. Bonsoir. Bonsoir et surtout journaliste d'investigation. Ah voilà, journaliste d'investigation. Voilà, Albert Anatole Aïssi, journaliste. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Ouais. Et le secrétaire général du CPP. Je le dis plus que jamais. Hein. Effectivement. Oui. Mais est-ce que la mesure vous touche, vous? Non, manifestement, et M. Tangandji, comme il ne lit pas les statuts des partis, il ne sait pas que celui qui a le plus le contrôle sur le parti, ce n'est pas la présidence, c'est le secrétaire général. Secrétaire général. Voilà, merci Franck Essi. Voilà, je l'ai dit, tout dit 2011, l'UNDP, à travers Bello Bouba Maïgari, il demande à s'allier derrière le président. Casimir, ça vous a surpris cette décision de Bello Bouba? Bello Bouba, depuis la nuit des temps, s'est affirmé comme l'allié, l'un des alliés les plus fidèles du RDPC. Et vous savez qu'il n'est pas seul dans cette posture. Oui. Ils sont un peu très nombreux au gouvernement. Vous pouvez citer le cas de Issa Chiroma Bakari, oui, dont le parti a toujours manifesté son adhésion au RDPC alors que c'est un parti d'opposition supposé. Il y a le cas de Amadou Moustapha qui est de l'ANDP, qui est ministre chargé des missions à la présidence de la République. Donc ils sont très nombreux, mais le cas de Bello Bouba Maïgari est quand même un peu extraordinaire étant donné qu'il a parfois été candidat à la candidature à l'élection présidentielle. Mais au-delà de ce cas, qui le dit manifestement, mais lorsque vous essayez de regarder la liste de la vingtaine des candidats qui sont publiés jusqu'à l'heure où nous faisons cette émission, vous allez voir qu'il y a une bonne dizaine, je dis bien une bonne dizaine, qui sont des candidats et autres apparatchiks du RDPC, non, qui sont là. Quels sont les éléments? Je veux vous le dire, soyez rassurés que dans le soir du 8, il y aura des candidats parmi ceux-là. Je peux vous citer des noms qui vont vous dire tout simplement, oui, je suis candidat, mais je demande à mes militants de voter pour le RDPC. Comme s'ils avaient des militants, parce que je peux vous rassurer. Vous êtes sûr qu'ils vont passer l'étape du 8 août déjà à Elekam? Ce qui n'est même pas déjà sûr, parce que lorsque nous regardons les conditions
pour être candidat Voilà. à la présidence de la République. Tout à l'heure, Cabral Libi a essayé de citer un certain nombre de papiers qu'il a déposés, mais je dis Cabral Libi n'a rien inventé du tout. Cabral Libi n'a dit que exactement ce que le code électoral demande. Le code électoral, j'ai même l'impression qu'il a oublié le certificat d'imposition ou de non-imposition, parce que s'il n'a pas versé cette pièce-là, ce sera un autre problème. Pour les candidats indépendants, il va, parce qu'il y a également une bonne dizaine qui sont candidats indépendants, je ne veux pas me mettre à citer les noms, j'ai tous les noms, les candidats indépendants doivent apporter 300 signatures. Et ils sont une bonne dizaine déjà. Il faut que les signataires soient membres du conseil électoral, du conseil municipal ou conseil régional, sénateurs, députés ou chefs de premier degré. Et aucun candidat ne doit signer dans 2 fiches. C'est-à-dire aucune personnalité ne doit signer dans 2 fiches. Ça veut dire que tout à l'heure, dans les jours qui suivent, Elecam va vérifier si tous ces candidats indépendants ont les 300 signatures. Au-delà de ça, même les partis politiques, même les candidats qui se présentent sous la bannière des partis politiques, si ces partis politiques ne sont pas représentés à l'Assemblée, au Sénat ou dans les conseils municipaux, ils doivent également apporter les 300 signatures. Et là, je cite exactement l'article 22, alinéa 2 du code électoral que je vous ai brandi tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il y a du travail au conseil constitutionnel et au conseil électoral, qui est Elecam, qui doivent, dans les jours à venir, déclarer sur la vingtaine de candidatures reçues jusqu'à maintenant, qui est effectivement candidat. Voilà, justement. Je le disais, avant de chuter, je chutais pour répondre exactement à votre question, que bon nombre de ces candidats-là vont exactement faire comme Bello Bouba l'a fait tout à l'heure, en déclarant qu'il soutient la candidature du RDPC. Voilà, on a annoncé, Babok, la candidature de Abiba Issa de l'UPC. L'UPC qui se trouve dans la même situation que vous, ainsi que Franck ici. Ça vous a surpris? Oui, en fait... Malgré la décision de Paula Tangandji, elle a foncé à Elecam aujourd'hui. Comme Franck l'a dit, le ministre ne lit pas des statuts, donc il a... D'après lui, il a nommé un secrétaire général, mais il n'a pas changé de président. Or, c'est lui qui signe les investitures, c'est peut-être le président. Donc, Madame Abiba a raison de mettre sa candidature. Je ne vois même pas déjà qui va rejeter cette candidature. Si on rejette cette candidature, sur quelle base? Sur la base de documents que Atangandji a signés qui n'a aucun fondement juridique, c'est impossible. Donc, l'ECAM n'a aucun droit de rejeter la candidature d'Abiba. Donc, elle devrait déposer sa candidature et je la félicite. Voilà. Je vais revenir sur le volet jeunesse, Franck, ici. On a comme l'impression que les jeunes à l'UNDP sont inaudibles. Parce que cette décision-ci, de soutenir, on est sûr que c'est Bello Bouba Maïgari. Je vous remercie. Parce qu'il est dans le gouvernement. Oui, je vous remercie pour cette question parce que l'UNDP, c'est malheureusement un vestige de l'ancien monde où les gens adhéraient essentiellement d'abord par affinité et surtout parce que le leader avait représenté à un moment donné un espoir pour une région. Mais aujourd'hui, de plus en plus, je pense qu'il faut que les jeunes comprennent qu'on est à l'heure de la clarification. Parce que c'est incompréhensible qu'on ait un ministre des loisirs et qui est manifestement en loisirs politique comme M. Bello Bouba Maïgari depuis des années, inaudible sur quoi que ce soit. Non, je parle de la jeunesse de l'UNDP. Non, je parle, et il y a des jeunes dans le même parti comme les Célestin Yandal qui ont été élus, qui pour les combats qu'ils mènent, que vraiment, moi je suis un secrétaire. Mais il est maire, Célestin. Oui, justement, moi je suis un jeune qui est dans l'opposition, mais vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Ils n'ont rien à faire dans ce type d'organisation. Et je pense qu'on approche de plus en plus de la grande clarification qui doit permettre une recomposition de la scène politique. Et moi, je leur tends la main et je les invite à ne pas regarder ces soubresauts d'un régime à l'agonie qui essaye de survivre en inventant des partis, des billets-partis, des faux candidats, et à se mobiliser pour les vrais combats, les combats qui permettront que demain, on pourra vraiment faire la politique telle que les Camerounais
pourront s'y intéresser, c'est-à-dire parler de programmes et avoir des candidats qui ne sortent pas de nulle part, mais qui ont une traçabilité, une visibilité, un parcours et qui sont reconnus par la communauté pour avoir contribué à l'évolution de cette dernière. Oui. Donc là, c'est une phase électorale et j'invite les jeunes. C'est pourquoi vous n'avez pas voulu vous joindre aux jeunes? Surtout que merci pour cette question parce que, écoutez, j'ai l'impression qu'en allant à ce cycle électoral, nous sommes en train d'entériner le processus de sécession du pays. Attendez, 2018, c'est un siècle. En 2011, c'était différent? C'était différent. Déjà, comment ça? Déjà, le pays n'était pas dans autant de crises. Vous n'avez pas Boko Haram, vous n'avez pas 6 régions dans une situation sécuritaire intenable. Vous n'avez pas 5 millions de Camerounais, 20% du territoire dans lequel on ne peut pas faire campagne, on n'est pas sûr qu'on va voter, et où les gens ne sont pas intéressés aux élections parce qu'ils sont sur des urgences de suivi les plus élémentaires. Donc, imaginez, Monsieur Otto, que votre femme, votre enfant, était dans la situation de ces déplacés internes, de ces victimes de la crise anglophone. Serez-vous audible à mon discours qui consiste à dire inscrivez-vous sur la liste électorale et allons voter? Quelle est l'urgence dans ces zones-là? Donc on est dans une situation où nous qui sommes dans les zones qui sont moins frappées par la crise, on se comporte comme si ce n'était pas le pays. Et en faisant ainsi, on entérine, on soutient même directement le discours des sécessionnistes. Donc moi je pense que le pays a une crise, un tournant très, très grave. Et ces élections malheureusement ne seront pas des bonnes élections. Elles ne vont pas résoudre les crises profondes auxquelles nous faisons face. Je félicite ceux qui essayent, en s'engageant, de réanimer moralement, civiquement, politiquement les autres Camerounais qui sont endormis ou résignés. Mais nous devons tous nous battre d'abord pour, si vous voulez, la suivi du pays. Voilà, Albert Anatola ici, nous sommes à peu près 20 candidatures déposées déjà. D'ici minuit, hein, l'heure de clôture, c'est minuit. Oui, on est sûr de battre le 23 comme en 2011? Mais écoutez, si le problème n'est pas la quantité, c'est la qualité des candidats. Oui, oui, on sait. Tout le monde on est tous d'accord que 2018, c'est inédit. Hein. Je vois que la moisson est abondante pour l'ELECAM, oui, qui a la responsabilité de recevoir ces candidatures en attendant le contentieux préélectoral que va justement gérer le Conseil constitutionnel pour voir s'il faut valider telle ou telle autre candidature. Mais je crois que c'est intéressant. Ça veut dire que, quoique mon copanéliste pense que c'était pas urgent d'organiser ces élections, mais si on ne les organisait pas, ça allait également faire l'objet d'une levée de bouclier. C'est-à-dire que accuser par exemple que le mode du jeu politique n'a pas respecté la constitution, le calendrier de la constitution de 1996 qui normalement devrait l'amener à organiser les élections au Cameroun, en tout cas les élections présidentielles cette année. Je crois que c'est l'engouement. Je crois que c'est l'engouement des Camerounais a besoin de changement, de rupture. Mais est-ce que, comme je l'ai indiqué tantôt, est-ce qu'on a la qualité des candidatures? En tout cas, moi, en tant que journaliste, j'ai le sentiment que, comme ça s'est passé dans un pays voisin, je préfère ne pas le citer, beaucoup de ces candidats ont plus ou moins mangé à la table du roi. Et ça me pose un problème de crédibilité. Vous allez m'excuser peut-être d'aller un peu trop vite en besogne. Ça me pose donc un problème de crédibilité de ces candidats. Mais en tout cas, on attend de voir ce qu'ils vont proposer aux Camerounais en tant que par rapport à leur projet politique, par rapport à leur engagement. Mais je crois que le fait déjà que la question de parité soit résolue, c'est-à-dire nous avons certainement deux femmes qui sont candidates. Je crois qu'on attend de voir la suite. Mais cependant, je voudrais un peu rebondir, vous me permettez, cette légère digression concernant la plateforme UNDP-RDPC. Je crois qu'il s'agit d'une alliance qui date. C'est une alliance qui date depuis, comme le MDR, je crois. Il a oublié tout à l'heure de citer le MDR. Voilà. Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui sont aux affaires du fait de cette alliance. Mais est-ce que tout là vous avez évoqué la jeunesse de l'UNDP par rapport à cette question d'alliance? Tu dis qu'elle est inaudible, apparemment. Je ne sais pas si elle est inaudible, mais je crois que chaque parti politique a une discipline. Et cette discipline doit être impulsée par la hiérarchie. La hiérarchie étant ici, c'est quoi? Vous savez que la boussole du parti, c'est les textes, c'est-à-dire les statuts, le règlement intérieur. Et est-ce qu'il faut donc, pour une raison ou non,
pouvoir ne pas faire entorse à cette discipline du parti. En tout cas, comme un contemporain français disait, quand on n'est pas d'accord, on démissionne. Donc ça veut dire qu'ici, ils ne sont pas d'accord, ils démissionnent. Je remercie au moins ici d'avoir écouté la crédibilité des de candidats. ces candidats. Oui. Parce que lorsque vous entendez certains noms, je me demande même de quelle veine ils sortent. Ngono Valentin, Soupi Kamgen Hervé, Etonde, Jean-Patrice, Barin Koula, Rigobert Badani, Damzé Geneviève. Je me demande bien. Voilà les candidats qu'on nous sont en train de nous sortir dans la liste des candidats. Mais le code, on admet les candidatures indépendantes, non? Oui, ils sont indépendants, mais il faut au moins qu'ils représentent, qu'ils aient une représentativité ou une représentation certaine. Vous êtes au moins d'accord. Moi, je suis journaliste. Casimir, vous êtes au moins d'accord que depuis 2 ans, il y a des gens qui ont déclaré qu'ils seraient candidats, mais qu'on n'a pas vu à l'ECAM. Justement, parce qu'ils ont compris que à la peut-être sinon on choisit ils ont compris que ça ne vaut pas la peine d'aller à une élection perdue d'avance. Oui. Et je me demande si les noms que je viens de citer, là, j'ai omis de citer les Bertin qui sont connus, les Isaac Fezeux qui sont connus, Boboro Kekomo qui sort de la laitier. Et vous savez que la laitier, c'est le fief naturel de Paul Biya. Je me demande donc si toutes ces candidatures ne sont pas des candidatures fabriquées. Posez-vous même la question de savoir où est-ce qu'ils ont pris 30 millions de francs CFA pour postuler, pour déposer comme caution tous ces... J'ai dit, Serge Alain, je suis journaliste depuis 30 ans au Cameroun. La majorité de ces noms que je viens de citer là, je ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève. Et je suis sûr que si moi, qui suis personnalité publique, je ne les connais pas, ce n'est pas le commun des Camerounais qui les connaissent. Donc, c'est des candidatures fabriquées de toutes pièces qui vont tout simplement faire animer le jeu et rendre crédible l'élection de Paul Biya. Et là, je voudrais chuter en posant un autre problème que le commun des Camerounais se pose. Parce que lorsqu'on entend caution, on s'attend à ce que cette caution-là soit remboursée après les élections. Oui. Je veux préciser, l'article 147 du Code électoral que nous avons précise n'a que 2 conditions de remboursement du code, de la caution de 30 millions. La première, c'est que le candidat ait désisté avant l'impression des bulletins de vote. Ça, c'est la première condition. La deuxième, il faut que le candidat ait eu au moins 10% des suffrages valablement exprimés pour prétendre au remboursement de sa caution. Et lorsque vous savez que Paul Biya est généralement élu par un score de plus de 80%, et les autres avec que l'ensemble des 19 autres candidats se partageront les 20% qui restent. Donc à ce niveau-là, quelle caution devrait-on rembourser? Voilà. Bon, dites-moi, pourquoi vous n'y êtes pas allé, vous? Rapidement. Ce n'est qu'un rappel. C'est un rappel. On l'a dit depuis le début de l'année qu'on participera à toutes les élections. Mais la présidentielle. Mais à la présidentielle, on n'aura pas un candidat, mais on ne boycottera pas les vous êtes prêt à vous mettre derrière un candidat? Nous allons choisir un candidat. Déjà, on va... Qui n'est pas Paul Biya? Sûrement qui n'est pas Paul Biya. Déjà, pourquoi Paul Biya, c'est un problème? Déjà, je vais vous dire une chose. Chaque problème a une solution. Si on pose bien un problème, on trouve la solution. Mais si on le pose mal, on n'a pas de solution. Ceux qui posent un problème n'ont pas de solution. Alors, ceux qui créent des problèmes au Cameroun, c'est le régime en place. Donc, ils n'ont pas de solution à résoudre ce problème. Il est hors de question que M. Paul Biya et son régime soient réélus parce qu'ils n'ont pas de problème. On a une guerre encore conventionnelle. On peut se battre à la gérer. Mais une guérilla, on ne la maîtrise pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est au nord, au sud-ouest, que nous qui sommes au littoral, au centre et je ne sais pas où, on pense être en sécurité. La guérilla peut nous rattraper n'importe où. Donc nous pensons que nous devons choisir un candidat et déjà M. Atangandji nous a donné l'honneur de parler au nom des vrais opposants. Nous disons que le candidat que nous allons choisir pour cette élection, ce sera celui-là qui sera à même de rapidement apporter la paix au Cameroun. Oui. Et nous allons œuvrer pour cela. Ok. Voilà un dernier mot. On arrive au terme de l'émission. Simplement qu'on est malheureusement dans une situation où un simple processus électoral ne va pas suffire à régler la crise. Cette crise, pour être réglée, a besoin que l'ensemble des fils et filles de ce pays s'asseyent
et réfléchisse en profondeur sur ce qui n'a pas marché ces 58 dernières années. Donc nous sommes pour une transition politique démocratique, nous sommes pour les états généraux de la nation, et peu importe les résultats qu'il y aura le 7 octobre, le prochain président ne fera pas l'économie de ces assises nationales. Ok, merci madame, monsieur. C'était Equinox Soir. Rediffusion, 3h, temps universel, 4h, heure du Cameroun. Les programmes se poursuivent avec Regard Social, Flavien Valo, Dongo. Bonsoir.